l'intelligence artificielle, arômes et parfums. On a lancé ce projet, c'était un échange avec Jérôme, je me souviens, un soir. On a lancé ce projet, et le voilà le projet, et je voulais vous remercier toutes et tous d'être là, parce que c'est un vrai plaisir de vous accueillir, et c'est un vrai plaisir d'amener le côté d'innovation avec l'IA, avec le côté traditionnel du parfum. Et on va en discuter toute la soirée. Soirée avec différentes interventions, et on finira par une table ronde, et aussi un mot de Marco Landi. Et je voudrais déjà, dans un premier temps, demander à Jérôme Viau. Jérôme Viau, maire de Grasse, vice-président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, de venir nous dire quelques mots en introduction. Merci Jérôme de ton accueil. Merci, mesdames, messieurs. Quelques mots en saluant bien sûr toutes les personnes qui sont venues, en vous saluant toutes et tous. Ici, je voudrais saluer amicalement le maire honoraire de la ville de Grasse, le sénateur Jean-Pierre Leleu. Merci de votre présence et de la mobilisation forte sur ce sujet de l'intelligence artificielle. En saluant Philippe Massé, le président délégué général de Prodarom. Merci, cher président, cher ami, en saluant Madame la conseillère départementale avec laquelle nous sommes ici dans ce canton, sur le canton de Grasse-Nord, Michel Olivier, qui nous fait l'amitié de sa présence et qui travaille sur ces sujets de l'intelligence artificielle, aux côtés du président Charles Ginesy, aux côtés de David Konopnicki, qui est en charge de la question du Smart Deal et qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui m'a demandé de commencer sans attendre pour ne pas mettre la soirée en retard. En saluant Marco Landi, président de l'Institut Europia et du comité des experts Smart Deal 06. Cher Marco, merci pour votre présence. En saluant Isabelle Galli, la directrice de la Maison de l'Intelligence Artificielle. En saluant bien sûr mon ami Frédéric Bossard, expert sur ces sujets, expert de l'Institut Europia. Merci pour cette traduction de cette idée, de ce projet et de cette rencontre ici au Palais des Congrès. Mesdames, Messieurs, Madame la représentante du député de la 9e circonscription et du maire du Canet, Yves Pigrenet, Mesdames, Messieurs les élus des communes voisines et de la ville de Grasse, Mesdames, Messieurs, l'ensemble des intervenants qui vont animer cette conférence, Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises, du monde économique, Mesdames, Messieurs les représentants des industries, de la parfumerie, Mesdames, Messieurs les partenaires de l'intelligence artificielle dans le département des Alpes-Maritimes, Mesdames, Messieurs. Quelques mots pour vous dire combien je suis heureux, fier, ce soir au Palais des Congrès, d'ouvrir les portes de ce Palais des Congrès pour un moment que nous allons partager, un moment pour parler d'intelligence artificielle et de formidables possibilités que s'offrent à notre territoire, avec toutes les personnes présentes dans cette salle qui savent que l'intelligence artificielle ne représente pas qu'une simple étape dans le développement de nos sociétés, mais bien plus une évolution d'où nous mesurons beaucoup de possibilités et que nous ne mesurons pas encore toutes les possibilités très nombreuses qui s'ouvrent et qui vont s'ouvrir devant nous. C'est pourquoi j'ai tenu, quand Charles Ginesy, le président du département, m'a proposé que nous puissions avoir dans le département des Alpes-Maritimes des moments délocalisés, j'ai tenu à accueillir, ouvrir les bras du Palais des Congrès pour parler des perspectives considérables qu'elle permet d'entrevoir pour aujourd'hui et pour demain. Je veux en premier lieu saluer toutes les personnes qui se sont investies pour que Grasse puisse accueillir un tel événement. Merci bien sûr au département, à son président qui m'a confié le Green Deal et la croissance verte et d'un autre côté qui développe avec audace et volontarisme ce travail dans ce domaine pour que les Alpes-Maritimes deviennent sur le plan national, deviennent sur le plan international, un précurseur en matière de Smart Deal. Et comme à chaque fois que le conseil départemental décide de porter un projet, ce n'est pas avec des mots qu'il avance, mais avec des actes concrets qui concernent l'ensemble des mares alpins. Et c'est tout le sens de la création de la Maison de l'Intelligence Artificielle que Charles Ginesy, au sein de l'Assemblée départementale, a demandé à ce que l'ensemble des conseillers départementaux se mobilisent pour que nous puissions, dans ce département maralpin, mettre en place des cycles de conférences qui entendent associer toutes les communes des Alpes-Maritimes dans cette dynamique sans précédent.
Je veux également remercier Jean-Pierre Leleu, qui a été, dès le premier jour, dans cette démarche de me dire « Jérôme, il faut que tu t'engages, il faut que tu te mobilises davantage sur ce sujet, il faut que tu puisses tirer les forces de l'intelligence artificielle dans la ville de Grasse, dans la médiathèque, il faut que tu puisses aller solliciter le département pour que nous puissions tirer cette force ici et que nous puissions accueillir de tels rendez-vous. » Alors je le remercie pour ça, pour aussi toujours me challenger sur l'intelligence artificielle où il m'avait même proposé que nous allions ensemble dans le congrès mondial à Las Vegas il y a quelques semaines en arrière et malheureusement j'aurais tellement aimé y aller avec lui. Valérie Copin y était, mais j'aurais tellement aimé y aller pour rencontrer toutes ces entreprises qui ont participé à ce grand rendez-vous mondial. Et puis je veux remercier Marco Lendi qui a toujours soutenu cette volonté d'accueillir un enjeu comme celui-ci ici à Grasse. Mais si cette volonté institutionnelle est nécessaire pour avancer, il est indispensable qu'elle puisse rencontrer dans la traduction un écosystème industriel. La volonté et, je dirais, la mise en œuvre par le monde industriel, mon cher Philippe, pleinement conscient des opportunités que recèle cette révolution numérique, pour que demain et après-demain, nous puissions augmenter la compétitivité de nos entreprises, pour que demain et après-demain, nous soyons, je dirais, en lien, en phase avec ce qui va se passer aux quatre coins de la planète. Et c'est là où Charles Anginesi a cette force et cette vision de dire oui, demain et après-demain, l'intelligence artificielle va être un élément qui va améliorer la compétitivité de nos entreprises. L'industrie 4.0, elle est en marche avec des mutations qui touchent toutes les étapes de l'entreprise. La recherche et développement, la production, la vente, la logistique, en passant par le recyclage demain. Tous les secteurs de l'industrie sont concernés et l'émergence de l'intelligence artificielle est un véritable moteur dans le développement. Un cabinet spécialisé a récemment estimé que 66% des entreprises ayant amorcé des projets intégrant l'intelligence artificielle constataient déjà des bénéfices sur la croissance de leurs entreprises. Alors, la phase d'observation va toucher à sa fin. Aujourd'hui, place au déploiement. Et en Pays de Grasse, nous avons justement la chance de disposer d'un réseau d'entreprises d'envergure internationale dans le secteur du parfum, qui dispose d'une vision, qui dispose d'un positionnement, de moyens, d'ambition, qui sont à la mesure de ce potentiel exceptionnel. Organiser cette conférence ici au Palais des Congrès, et je veux saluer Laurence Mennery et toute l'équipe du Palais des Congrès qui s'est mis à disposition, permet de rappeler cette réalité, les compétences remarquables que possède le territoire du Pays de Grasse et l'envie de ce territoire de se positionner aux côtés du lead de ces sujets. Nos entrepreneurs ont toujours été au rendez-vous, toujours, au rendez-vous du progrès, au rendez-vous de la remise en cause et en réflexion pour être demain plus compétitif qu'hier. Alors je suis persuadé, cher Marco, je suis persuadé que nous saurons utiliser demain cette technologie comme une force pour continuer d'optimiser les produits uniques que nous savons faire à Grasse et les partager dans le monde entier. Notre rôle, en tant que responsable politique, il est justement d'accompagner en créant le meilleur environnement possible pour favoriser le sens de l'innovation. Pour dire à Grasse, nous avons une terre d'innovation, une terre d'excellence, une terre de créativité, une terre d'audace. Mais nous devons également veiller à ce que l'ensemble de nos concitoyens demeurent des acteurs de ce changement pour que cette transition numérique à laquelle nous aspirons puisse avant tout être quelque chose qui va être au service de l'homme, au service de chacune et chacun d'entre nous, au service d'un avenir meilleur. Et c'est un défi stimulant, un défi passionnant que je suis ravi de relever aux côtés du président Ginesi, afin que notre avenir soit à la hauteur des formidables espérances que va faire naître l'intelligence artificielle. Merci, passez une belle soirée à toutes et tous, et merci d'avoir organisé ce magnifique rendez-vous.
Un grand merci pour cet accueil. Un grand merci à toutes les équipes. Et puis, un merci aussi à Tania, parce que quand même, c'est elle. Voilà, je voudrais qu'on l'applaudisse. On va commencer. Je vais inviter 3 personnes sur scène. Tout d'abord, Philippe Massé, président délégué général de Prodarome. Et je vais lui demander de venir à côté de moi. Philippe, si vous voulez venir à côté de moi. Je vais inviter Frédéric Badi, qui est directeur recherche et développement en division ingrédients naturels parfumeurs Payan-Bertrand. Frédéric est également membre du conseil d'administration de l'association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse et fondateur de la société Pure Signature. Et j'aimerais également inviter Sébastien Fiorucci, qui est maître de conférence à l'Université Côte d'Azur. J'aimerais donner la parole dans un premier temps à quelqu'un qui est essentiel dans ce monde, et on va rentrer petit à petit dans ce monde des arômes et des parfumeurs, à Philippe Massé. Philippe. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je voulais tout d'abord vous féliciter, remercier Marc Landy, remercier Christian Vandelli, remercier M. Bossard, remercier Europaï pour avoir organisé jusqu'à samedi soir le 2e congrès mondial de l'IA à Cannes, qui a été un succès phénoménal. Il était extrêmement difficile pour moi-même d'aller tout visiter, tellement il y avait de monde dans cet événement. Un grand merci et bravo Marc Landy. Enfin, je voudrais remercier Jérôme Viau pour tout ce qu'il a dit, notre maire de Grasse qui est extrêmement, je dirais, près de nous, près de notre industrie des arômes et des parfums, et qui nous aide et qui nous aidera jusqu'au bout pour défendre nos produits. Je remercie Jean-Pierre Leleu, l'ancien maire de Grasse et ancien sénateur, pour la présidence de l'Association du patrimoine vivant qu'il a su, dès sa création, mener jusqu'à la reconnaissance par l'UNESCO le 28 novembre 2018, et ça a été un énorme, je dirais, un énorme plaisir pour tous les gens qui l'ont accompagné, tous les gens qui sont dans cette salle, que je ne vais pas tous nommer, mais je remercie toutes ces personnes qui sont là présentes et qui soulignent l'importance que nous avons, et Jérôme Viau l'a souligné, l'excellence de notre ville de Grasse, l'excellence de notre industrie des arômes et des parfums. Bien sûr que les parfums étaient avant les arômes, je dirais, présents dans Grasse, présents au sein de nos industries, mais les arômes et les parfums ont une excellence dans cette ville de Grasse. Nos industriels ont le savoir-faire de la transformation des produits. Grasse a été le centre mondial des matières premières pendant de très nombreuses années, l'est toujours au niveau de son expertise, de son savoir-faire, et je voulais vraiment le souligner aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est tellement extraordinaire qu'on ne comprend pas toujours aujourd'hui jusqu'où peut nous mener l'intelligence artificielle. Il est un fait que l'intelligence artificielle, nous connaissons au niveau de notre industrie depuis de très nombreuses années. Nous sommes, je dirais, la plupart de nos entreprises sont automatisées. La plupart de nos entreprises, si elles n'avaient pas des ordinateurs, des logiciels extrêmement performants depuis de nombreuses années pour poursuivre, je dirais, la connaissance des matières premières, pour travailler sur la sécurité des matières premières, sur la sécurité des ingrédients qu'elle met sur le marché, je dirais, cette intelligence artificielle, nous la vivons déjà depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, elle est en train de prendre un essor phénoménal. Phénoménal parce que l'informatique, les connaissances aujourd'hui sont absolument phénoménales. Et il est un fait que l'intelligence artificielle dans nos entreprises, elle est déjà très présente, mais elle va être encore plus présente à l'avenir parce que nous avons au sein de nos entreprises des données extraordinaires. Sachez que notre association Prodarome, le syndicat national de la parfumerie, qui est syndicat national depuis 1898, nous avons fêté les 120 ans en 2018, mais nous allons fêter les 300 ans en 2024, les 300 ans de l'association, parce que cette association existait à Grasse depuis 1724. Et donc 300 ans d'informations, 300 ans de données phénoménales. Et toutes ces données
grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, va nous permettre de toujours avoir une avance sur la compétitivité, une avance sur l'innovation. L'intelligence artificielle, non, elle ne sera pas là pour remplacer la création humaine dans la parfumerie. Nos parfumeurs seront toujours absolument nécessaires. La création humaine est quelque chose de phénoménal. Et donc, il serait difficile de pouvoir penser que l'intelligence artificielle puisse la remplacer. Non, mais notre innovation, notre création, notre perspective d'innovation au sein de nos entreprises, dans la parfumerie, fait que nos parfumeurs réussiront, grâce à l'intelligence artificielle, d'aller plus vite, hein, ne pas refaire ce qui a déjà été fait, aller plus vite et être encore plus innovant. Donc je voulais vous remercier encore 1000 fois pour m'avoir invité à dire quelques mots. Hein, je n'étais pas a priori, je ne devais pas prendre la parole aujourd'hui, mais je voulais vous en remercier et puis remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans cette préparation de cette très belle journée. Je dirais 210 personnes ou plus que 210 personnes dans le Palais des Congrès, je trouve absolument génial. J'espère toujours qu'au sein du musée de la parfumerie, nous puissions avoir autant de personnes présentes quand nous avons des conférences et qui sont de très très belles conférences. Je voulais enfin dire que l'intelligence artificielle, en 2019, il y a eu la conférence de la fleur au parfum. De la fleur au parfum, qui avait été créée par le pôle de compétitivité et par Prodarome. Et le thème principal de cette journée en 2019, c'était l'intelligence artificielle. Nous avons eu de très belles conférences. Et je pense que Philippe Clos, qui a été, je dirais, le fondateur de cette journée de la fleur au parfum, saura en parler tout à l'heure pendant la table ronde. En tout cas, je voulais remercier Frédéric Bossard, Tonia pour m'avoir aidé pendant toutes ces journées. Je voulais remercier tous les intervenants cette journée, hein, Sébastien Fiorucci et Frédéric Badi. Un grand merci Frédéric d'avoir accepté de venir avec nous. Et puis Jean-Baptiste Coffin, Philippe Clos et Marité Béchu qui s'occupent de Grasse Expertise. Marité qui est très proche de nous avec le Club des entrepreneurs et Grasse Expertise, donc qui saura aussi vous présenter, je dirais, toute cette innovation créatrice qui vit dans notre beau pays de Grasse. Voilà. En tout cas, un grand bravo et puis je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt autour de la table ronde. Merci. Merci Philippe pour ces quelques mots. On va maintenant rentrer dans le cœur du sujet. Après cette petite introduction de Philippe, on va donner la parole à Frédéric Badi. Et le thème de son intervention, et Philippe en a parlé, c'est l'humain. Parce que s'il n'y avait pas l'humain, il n'y aurait même pas l'intelligence artificielle. Et donc on va commencer par le début, c'est-à-dire l'intelligence humaine, et on va se poser une question de ce savoir-faire que vous avez, que nous avons les Grassois, par rapport à ces nouvelles mutations et bien sûr les contraintes qui sont liées à ces mutations. Frédéric. Bien. Alors on va commencer tout doucement. Je vais essayer de vous amener tranquillement en partant de la plante à parfum, en partant de notre savoir-faire en transformation, et vous amener lentement mais sûrement vers les problématiques et vers les évolutions liées à l'IA. Donc, en tant que témoin, donc en tant que directeur R&D, donc j'essaie de partir vraiment de l'atelier et de vous essayer d'imaginer comment était la parfumerie et ce qu'elle est jusqu'à présent. Comment vous expliquer et essayer de vous faire appréhender pourquoi les sociétés aujourd'hui, les grosses sociétés viennent à Grasse, ce qu'elles viennent chercher. Et derrière tout ça, ensuite, on analysera les qualités qui sont recherchées par ces sociétés, ce qu'incarne le savoir-faire grassois, et comment petit à petit, la mutation de la parfumerie, l'accélération d'une parfumerie aura besoin et pourrait avoir un grand besoin de l'intelligence artificielle, et dans quel domaine elle pourrait aider nos secteurs. Donc dans un premier temps, partons dans les ateliers.
Donc, effectivement, le savoir-faire, pourquoi les grands acteurs de la parfumerie viennent à Grasse? Donc, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher? C'est important de se poser cette question. En fait, sur le temps long, l'expérience, le regard, au fil des générations, la transmission. Donc ça, c'est un héritage où, en fait, on va petit à petit optimiser par le vécu. Donc, on leur sera sur différentes strates. La première strate, on va vous parler, par exemple, de la culture, l'art de cultiver. Il est tiré vraiment d'une suite d'expériences pour arriver petit à petit à résoudre des problèmes. Donc, on est toujours dans le temps long, on est toujours dans un cheminement, un vécu de l'intérieur dans les exploitations, où on va devoir relever des problèmes à un certain rythme, au rythme de l'humain. Ensuite, pour la transformation, c'est exactement les mêmes critères. C'est-à-dire qu'on va avoir une évolution technique qui va aller à son rythme, avec tout un travail qui concerne la gestuelle, qui concerne l'amélioration des procédés, pour arriver à une excellence. Une excellence qui est toujours basée sur un socle de connaissances que l'on se passe de génération en génération, qui évolue en fonction des progrès, et qui petit à petit amène cette expertise et suit un mouvement. Donc ce qu'on peut conclure dans un premier temps, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les sociétés qui viennent à Grasse, elles viennent chercher cette expertise humaine. Donc on n'est pas encore arrivé dans le domaine de l'IA. Elles viennent chercher des produits exceptionnels, mais qui viennent d'un historique qui est très long et qui a perduré grâce à la formation. Et je pourrais vous donner deux petits exemples qui sont très factuels finalement. Dernièrement, vous avez la marque Lancôme qui est venue donc s'installer à Grasse pour notre plus grand bonheur, mais il s'appuie sur un socle. C'est-à-dire la belle propriété que vous pourrez voir aujourd'hui à Grasse, elle s'appuie sur une expertise. Elle s'appuie sur l'expertise qui a été transmise de génération en génération par des personnes qui s'adressaient de passionné à passionné. Et la personne aujourd'hui qui a pris en charge le domaine de Lancôme a été formée par un de nos ancêtres à qui on peut rendre hommage aujourd'hui, qui est M. Constant Vial. Donc il faut bien comprendre que la plus-value est là. Elle est là, elle est dans l'humain. Aujourd'hui, vous avez la société Symrise aussi, qui est venue s'installer à Grasse pour notre plus grand bonheur. Et donc, vous voyez, on voit aussi qu'elle a besoin d'incarner ce savoir-faire. Et donc, dernièrement, elle a fait l'acquisition, il y a 40 ans, d'une société qui s'appelait Lotier, et qui est devenue aujourd'hui une marque de fabrique de la société Symrise. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, on est dans le présent, on est dans un savoir-faire dans l'humain, on est dans la transmission, on est dans l'excellence, on est dans les gestes, et c'est ça que viennent chercher les marques aujourd'hui. Et c'est ce que représente Grasse. Dans la transformation, c'est la même philosophie. Une société aujourd'hui, une marque qui vient à Grasse, ne vient pas acheter de la commodité des ingrédients basiques. Elle vient chercher une forme de différenciation. Et cette différenciation par la fabrication, elle est liée à une expertise. Donc il y a aussi ce tour de main, et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'à Grasse, il y a toujours ce paradoxe entre une forme d'artisanat d'excellence, on est sur des praticiens, une forme d'artisanat, une conjugaison d'artisans, qui vont créer une excellence et qui permettent justement de proposer ce côté sur-mesure. Donc le côté sur-mesure, c'est développer un ingrédient avec vraiment une signature. Et les signatures, par opposition à quelque chose d'uniforme, elles ont vraiment quelque chose qui incarne chaque société. Issu de la société Payan-Bertrand, nous avons tout un parc d'appareils avec des spécificités. Et ce sont les spécificités des appareils, ce sont les spécificités de l'organisation même de notre production et dans la formation à l'intérieur de nos usines qui fait qu'en fait, on va pouvoir créer une différenciation par rapport à une usine comme Robertet ou une usine comme Mann. Donc, chaque société est implantée, elle a un savoir-faire, un socle commun qui après va pouvoir se diffuser dans chaque société avec une culture d'entreprise liée à des développements d'appareils et des techniques. Alors vous me direz, l'IA dans tout ça, à quel moment elle arrive? Eh bien, elle arrive que depuis pas mal de temps, on l'a vu arriver, doucement au départ,
Alors au départ, on ne parlait pas d'intelligence artificielle à proprement dit, on parlait de data. Pourquoi? Parce que la parfumerie donc, est en mutation, il y a une évolution constante des contraintes sur les produits, sur la caractérisation des produits, la réglementation. On est vraiment imbriqué dans quelque chose où on veut maîtriser le naturel. Alors on ne maîtrise pas la nature, mais on veut maîtriser l'ingrédient naturel. Mais pour autant, derrière, ça amène énormément de données à capitaliser et à investir sur les ingrédients. Donc caractérisation, technique analytique, des cahiers des charges, etc. Et tout ça, ça fait une somme de données qu'il va falloir canaliser pour pouvoir guider nos parfumeurs, pour pouvoir faire accepter nos ingrédients aux marques. Et donc pour ça, il faut savoir interpréter toutes ces données. Et donc les sociétés, petit à petit, ont développé des applications pour qu'un parfumeur, quand il doit formuler pour un client donné, avec un critère bien précis, et ne mette pas 8 jours en étant perdu dans un ensemble de données ubuesques, mais puisse rapidement, en temps réel, savoir où il doit aller. Et là, déjà, on est rentré dans quelque chose qui est beaucoup plus segmentant, parce que chaque société, finalement, avait ses propres développements internes de ses logiciels. Chaque société a ses propres data, et donc collecte des données, et va essayer donc de donner ces outils à leurs parfumeurs pour une performance. On reste dans un monde industriel avec une forme de compétitivité, et ça c'est un premier facteur qui est très très important. Le deuxième facteur qui vient derrière, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait il y avait une telle accélération qu'on ne pouvait pas prévoir comme hier, dans le temps long, un retour d'expérience. Aujourd'hui, on a des contraintes aussi qui sont liées au process, on a des objectifs au niveau phytosanitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on pouvait à l'époque, on ne dosait pas les pesticides, on pouvait mettre du phytosanitaire dans nos plantations. Qu'est-ce qui se passait? Effectivement, ça poussait pas trop mal, mais il pouvait y avoir des ingrédients qui ont été relevés. Vous pouvez avoir des traces de pesticides dans votre produit, vous pouvez avoir aussi des traces de plastique, etc. Donc ça, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, on veut quelque chose de safe, on veut quelque chose de beau pour nos clients, pour les personnes qui se parfument. Donc il va falloir maîtriser tout ça. Et l'absence de produits phytosanitaires a peu à peu amené à une culture qui devait être beaucoup plus respectueuse. Donc qui dit culture respectueuse dit problématique des herbages, comment on va faire pour faire vivre toutes ces fleurs en ne les traitant pas, pour qu'elles s'expriment, pour ne pas trouver de pesticides, pas de plastique, etc. Donc c'est là que vient le problème. Tout problème peut avoir une solution. Et c'est là que pour moi, l'intelligence artificielle, ça commence à s'articuler. Pourquoi? Parce que autant avant on était dans le temps long avec donc un cultivateur qui observait, qui tirait, il tirait vraiment de ses erreurs ou de ses problèmes pour que le coup d'après on en tenir compte, etc. Aujourd'hui, les mutations sont accélérées parce que la parfumerie s'accélère, il y a des choses on n'en veut plus et on vous met des deadlines. Aujourd'hui, le climat bouge. Donc, on a une mutation, on a des difficultés sur les végétaux. Et donc, si on n'est pas capable d'appréhender ces difficultés, on peut aller à la catastrophe. Là, l'intelligence artificielle commence à montrer une solution. Pourquoi? Parce que la technologie permet aujourd'hui, sur des modèles d'analyse de données qu'on peut mettre sur un champ, de faire remonter des problèmes. Et faire remonter les problèmes et les anticiper, c'est déjà quelque chose qui peut servir dans le collectif. Pourquoi? Que le premier champ qui va être parasité par un insecte ou par une maladie, si on arrive à le détecter rapidement, on peut rapidement déployer des expériences pour savoir comment contrecarrer la maladie. Et c'est vraiment tout le sujet de la recherche sur l'IA, c'est de savoir collecter et rendre intelligentes ces données. Pourquoi? Pour en trouver des solutions pour les plantes à parfum. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne la transformation, qui est le deuxième axe donc, de la parfumerie, là, on est sur vraiment des objectifs qui sont, je dirais, honorables. On a eu une tradition ici, on a eu l'enfleurage, on a eu l'extraction par les solvants volatiles. Aujourd'hui, petit à petit, on a un étau qui se resserre, et autant on ne veut aucun pesticide dans les roses et dans tous les produits, donc on part sur une culture raisonnée, bio, en tout cas qui respecte le végétal. Et dans un deuxième temps, effectivement, une fois qu'on a fait tout cet effort-là,
est-ce qu'on va tolérer d'avoir des solvants résiduels ou des produits qui ne sont pas forcément bienvenus? Alors, il faut voir qu'on a très bien vécu avec ça pendant 50 ans, on n'a eu aucun problème, mais aujourd'hui, effectivement, on est dans cette optique de risque zéro qui nous amène à prendre des décisions pour les consommateurs. Tout ça, ça a mené par des recherches, ça a mené par des toxicologues, des dermatos, par l'Union européenne, etc. Et notre travail à nous, c'est de nous adapter à ça. Donc, qui dit process qui va gérer son bilan carbone, process où il n'y aura pas de solvant résiduel, on part sur ce qu'on appelle l'extraction verte. Donc là, on est sur le volet aujourd'hui, où le nouveau challenge pour la parfumerie, c'est d'accompagner une transition des solvants classiques qui ont fait le bonheur de beaucoup de parfums et qui sont encore utilisés, mais demain, effectivement, accompagner une transition vers des solvants verts, moins polluants, avec moins de traces résiduelles, etc. Et donc ça fait partie d'un challenge technique. Là, on est vraiment sur un challenge technique pour, peu à peu, développer ces process, les mettre en expérimentation. Et là, l'IA, elle va encore jouer son rôle. Elle peut être un accélérateur, effectivement. On doit tellement trouver des solutions parmi des données, des milliards de données, de solvants, de nouveaux solvants, de température, de pression, etc., qu'un outil qui vous permet déjà de nous faire le travail et de nous orienter vers tel solvant ou tel process va nous permettre d'avancer aussi vers la bonne voie. Et pour terminer, on va parler de la formulation. On a pris les 3 axes, donc il y a toujours dans la parfumerie 3 axes. Il y a la personne qui produit les plantes à parfum, il y a la personne qui transforme l'ingrédient, et ensuite il y a le parfumeur. Donc l'intelligence artificielle au niveau parfumerie. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un vrai challenge de pouvoir travailler avec des cahiers de charges qui s'allongent, avec énormément de contraintes. L'intelligence, la collecte des datas et leur interprétation en algorithme permet de gagner une grosse vitesse sur la manière dont vous allez pouvoir savoir comment formuler votre parfum. Donc ça, c'est un premier point. On n'est pas forcément encore dans l'intelligence artificielle, mais c'est déjà une compétition. Pourquoi? Parce que qui dit outil performant dit gain de temps, dit performance au niveau de la création. Et surtout une cible atteinte. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est effectivement quelle transition on peut envisager entre vraiment un outil qui permet de formuler et un outil qui formule pour nous. Là, voilà, là, on rentre dans quelque chose de complètement différent. Donc, c'est à l'œuvre encore, c'est déjà en cours sur les grands groupes. Les grands groupes, aujourd'hui, ont eu cette vision, ils ont cette capacité à se projeter et à expérimenter la formulation intelligente. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est de la collecte de data, comme je vous l'ai expliqué. La seule différence, c'est qu'on va pouvoir entrer tellement de critères à l'intérieur, elle va pouvoir comprendre tellement ce qu'on recherche, qu'elle va pouvoir nous trouver dans une grosse masse de formules, peut-être une centaine de milliers, peut-être 1 ou 2 formules qui correspondent le plus parfaitement à ce qu'on recherche. Et donc, c'est là qu'effectivement, il y a un gain de temps énorme. Pourquoi? Parce que face à des cahiers des charges qui sont extrêmement complexes et à une offre qui doit être de plus en plus rapide, l'intelligence artificielle vous permet de cibler juste, en toute sécurité, que le client n'a rien oublié dans le cahier des charges, et derrière, le parfumeur va pouvoir jouer un rôle qui sera plus un rôle d'arbitrage, c'est-à-dire que sur 100 000 formules, il va rentrer son brief, son cahier des charges, il va sortir dans la pesée automatiquement, un robot va rentrer, va aller chercher les formules, va pouvoir les peser, et le matin, quand le parfumeur arrivera à son travail, il aura 5 échantillons déjà pesés, et déjà validés par le réglementaire, puisque tout est intégré. Donc il n'aura plus qu'à choisir, et donc c'est là que le rôle du nez intervient. Le rôle du parfumeur n'est pas éliminé, il est simplement projeté sur quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif. Et donc, dans effectivement un monde qui est complètement en mutation, où il faut répondre tout en accélération, eh bien l'IA, elle apporte cela. Alors ce que je voulais préciser effectivement, c'est qu'on est dans un monde qui doit être équilibré, et la question qu'on pourra débattre aujourd'hui en tout cas, c'est est-ce que les sociétés qui demain ne seront pas outillées de ce type d'outils seront amenées à disparaître ou pas? Est-ce que le marché sera pris en termes de performance par des grands groupes et les petites sociétés resteront avec leurs petits outils et donc une difficulté à suivre cette puissance de création? Aujourd'hui, on a de nombreux parfumeurs
qui sortent des écoles. Et donc ces parfumeurs, ils ont envie de formuler, ils n'ont surtout pas envie qu'on fasse le travail à leur place. Aujourd'hui, il y a un essor au niveau de la parfumerie de niche. Donc on voit très bien qu'il y a une dynamique aussi. Parce qu'en fait, on aime bien identifier l'humain dans la création, on aime bien voir les défauts des personnes. On est dans un axe de création beaucoup plus global, avec les défauts des parfumeurs, leur type d'écriture, et donc tout ce qu'ils vont incarner, les matières premières qu'ils affectionnent, etc. Donc, il y a une parfumerie alternative aujourd'hui, qui est vraiment une parfumerie indépendante, qui s'exprime à travers l'humain. Pour autant, le parfumeur créateur, il doit se soumettre à des règles. Donc toute la clé, c'est de garder dans l'avenir cette diversité de création pour que les personnes puissent s'exprimer et créer, et de leur permettre de créer en bonnes conditions. Et donc c'est tous les challenges qu'on aura à relever pour demain. Je vous remercie. Un grand merci pour cette première keynote qui nous positionne et qui nous ressemble par rapport à l'humain et ce que va devenir l'intelligence artificielle par rapport à notre environnement économique. Alors moi j'aimerais accueillir notre deuxième keynote, Sébastien Fiorucci. On fait partie en fait tous les deux de l'Université Côte d'Azur parce que, outre ma casquette d'entrepreneur, je dirige un master sur l'intelligence artificielle à Schema Business School. Et se pose souvent la question de savoir, mais est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain? Et le titre que Sébastien nous propose, une IA peut-elle apprendre à sentir? C'est tout un programme, et je pense qu'on va avoir une présentation aussi visuelle. Je te laisse la parole, et il va falloir répondre à la question. Je te remercie Frédéric pour l'introduction. Et merci pour l'invitation également à ce cycle de conférences. Ravi d'être là, vraiment. J'étais là il y a quelques années, effectivement, à la conférence en 2019, la Fleur à Parfum. C'est un peu une question qu'on avait posée à l'époque et à laquelle j'avais dit, je pense que dans quelques années, on pourra y répondre. Et en fait, pour couper tout suspense, je vais répondre tout de suite à la question. Oui, on a réussi à apprendre à une IA, effectivement, à sentir. Alors, on va voir comment, c'est plus ça, là, finalement, la vraie question. C'est comment est-ce qu'on a appris à cette IA à sentir et qu'est-ce qu'on lui a fait faire finalement. Donc ce que je vais vous présenter, c'est effectivement nos projets de recherche qu'on développe au laboratoire, donc à l'Institut de Chimie de Nice, à l'Université Côte d'Azur, avec un certain nombre de collègues. Alors je ne répondrai pas à toutes les questions, hein, évidemment, qui peuvent se poser entre IA et parfum. Je vais surtout me focaliser là-dessus parce que c'est un travail de recherche qui vient d'être publié très récemment dans une très prestigieuse... qui vient d'être accepté plus exactement dans une prestigieuse revue scientifique en IA. Et donc voilà, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Alors, avant de vraiment parler de parfum et d'IA, je suis un peu désolé en tout cas, j'ai la difficile tâche de vous parler d'intelligence artificielle. Je vais essayer de le simplifier au maximum, de refaire un petit peu quelques définitions. Alors, on parle d'IA historiquement, on va dire, depuis fin des années 40-50, avec les premiers ordinateurs modernes, on va dire. Et l'IA, qu'est-ce que c'est? Finalement, une IA, c'est un programme qui va être capable de mimer le comportement humain. Donc, avec l'évolution, finalement, des ordinateurs, les progrès méthodologiques également, de ces 70 dernières années, on va dire, on a un certain nombre de méthodes qui sont maintenant relativement robustes et développées, qu'on appelle en fait l'apprentissage machine, qui est un sous-ensemble en fait de l'IA, et l'apprentissage profond, qui est un autre sous-ensemble de l'IA qui est basé sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Alors pour faire très simple, le petit schéma que vous avez à droite, là, avec les petits points bleus et les petits points rouges, et les petits traits qui séparent les deux, finalement, c'est une façon de représenter un modèle d'intelligence artificielle dans lequel l'objectif, c'est, on va dire pour simplifier, d'essayer de trouver la fonction mathématique qui va nous permettre de séparer ces deux ensembles de points. Donc ça, c'est des modèles qui sont basés sur les données. On parlait de données tout à l'heure, et effectivement, c'est le cœur du sujet, notamment en IA. Et un sous-ensemble donc, de ces modèles qu'on appelle machine learning en anglais, c'est des apprentissages donc, profonds basés sur les réseaux de neurones. Et on entraîne ce type de réseau de neurones sur une immense quantité de données.
Donc pour réaliser ce genre de tâches, on a besoin d'énormes quantités de données. Comment on fait? Voici un petit exemple un peu visuel pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc il faut regarder d'abord l'image de gauche. L'image de gauche, c'est l'entraînement d'un réseau de neurones. Alors un réseau de neurones, c'est ce que vous avez avec des petites sphères, c'est les neurones. Les traits sont les connexions entre les neurones. C'est un illustre exemple qui date des années 99, qui a été publié par Yann Lequin. C'est un très célèbre chercheur en IA français. Et l'objectif ici était de reconnaître en fait des chiffres manuscrits et de savoir catégoriser correctement quand on a écrit un 1 qu'effectivement c'est classé comme étant un 1 et pas un 2 par l'algorithme. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est l'optimisation du réseau. L'optimisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque neurone est en quelque sorte une petite fonction mathématique qu'on va améliorer, optimiser. Et in fine, un petit peu comme une toile d'araignée dans laquelle finalement vous avez des fils qui correspondent à vos connexions entre les neurones, et des fils qui peuvent être plus ou moins solides. On peut même couper des fils dans le réseau de neurones. Finalement, à la fin, l'araignée, cette toile d'araignée en tout cas l'araignée va réussir à de toute façon attraper sa proie lorsqu'on a optimisé correctement notre réseau. Donc ça, c'est la partie entraînement. On entraîne sur une grande quantité de données justement l'algorithme à reconnaître un 1, à reconnaître un 2, etc. etc. Et lorsque c'est fait, on fige le réseau, c'est ce que vous avez à droite, et puis finalement, on teste la performance du réseau pour dire est-ce que c'est bien un 1, est-ce que c'est bien un 2, etc. etc. Et là, vous avez, alors, dans l'exemple ici, un taux de performance qui est, alors je ne suis pas sûr de pouvoir pointer, je ne vais pas le faire, je ne vais pas tenter le diable, mais le chiffre que vous voyez en haut à droite, là, le 0,9697, qui monte jusqu'à à peu près 98, donc ça vous donne à peu près le taux de performance et le faible taux d'erreur de la méthode, qui est quand même extrêmement robuste, en tout cas qui était extrêmement robuste à l'époque. Voilà comment on entraîne une IA, et le nerf de la guerre, en fait, dans ce sujet-là, c'est la donnée. On en a parlé effectivement tout à l'heure. Si la donnée... En tout cas, si vous avez suffisamment de données, normalement, votre IA devrait pouvoir, en théorie, apprendre à faire ce que vous lui demandez. Mais il y a un certain nombre de sujets extrêmement importants en intelligence artificielle, notamment les biais liés justement à ce qu'il y a dans les données. Et il faut faire extrêmement attention à ce qu'on utilise. Je sors un peu de la question de la reconnaissance d'image ou de la parfumerie, et là, je vous parle de traduction. Alors, c'est un exemple qui est assez connu. On donne à une intelligence artificielle qui est en fait donc un traducteur qui va traduire 2 phrases françaises en estonien. Alors je ne parle pas estonien. La phrase c'est « Elle est médecin, il est infirmier ». La petite subtilité en estonien, c'est que le genre n'existe pas dans les pronoms personnels. Donc finalement, quand vous faites la demande au traducteur, la traduction inverse, de revenir en français, eh bien, qu'est-ce que fait l'algorithme? Finalement, il va chercher statistiquement qu'est-ce qu'il y a le plus souvent associé à un médecin, donc au genre, et inversement pareil, un infirmier ou une infirmière, est-ce que statistiquement dans les données, c'est plutôt un infirmière ou un infirmier? Eh bien, vous voyez que finalement l'algorithme, lui, va inverser les genres, et donc c'est un exemple très connu en tout cas de biais liés aux données. Donc il faut faire extrêmement attention à ce qu'il y a dans nos données avant de pouvoir se dire ok, je vais développer un modèle d'intelligence artificielle, je vais essayer de faire quelque chose de robuste, d'intelligent. Donc il faut travailler là-dessus et être au courant de ce qu'on va mettre justement dans le modèle. D'où l'intérêt d'être en lien direct avec finalement les gens qui produisent la donnée. Alors je finis cette petite parenthèse sur l'IA pour vous dire qu'il y a énormément de domaines d'application de l'intelligence artificielle. Vous en connaissez certainement certains dans les images que vous voyez ici. Il y a déjà quelques années, dans les jeux notamment, là c'était un exemple de Google DeepMind, plus exactement AlphaGo, qui avait à l'époque, en 2016, battu le champion du monde du jeu de Go, Lee Sedol. D'autres exemples connus, notamment l'utilisation de la reconnaissance d'image en médecine, pour les transports, pour la voiture autonome. Très récemment, un modèle d'intelligence artificielle qui permet de prédire des structures biologiques, qui a fait une révolution, c'est probablement l'une des plus grandes révolutions de ces 10 dernières années. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Science. Et puis un autre exemple très très récent, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ChatGPT, mais c'est un générateur de texte. Je vous encourage à aller regarder, c'est bluffant. C'est bluffant. Après, avec toujours pareil,
la petite pincette les petits guillemets qui vont bien, faites attention à ce que vous lui demandez et ayez un œil critique sur ce que va vous rendre effectivement l'algorithme. Alors, on va revenir au parfum. Je ferme cette parenthèse sur l'IA. J'espère que je vous aurai un tout petit peu expliqué et sensibilisé à ce qu'était finalement une approche en intelligence artificielle. Et je vais essayer de répondre à la question, donc comment finalement est-ce qu'on a pu apprendre à sentir à une IA. Et je vais revenir plus de 100 ans en arrière avec une citation de Graham Bell qui disait, je vais vous la lire, enfin je l'ai traduite, hein, voilà. Avez-vous déjà essayé de mesurer une odeur? Tant que vous ne pourrez pas mesurer leur ressemblance et leur différence, vous n'aurez pas de science des odeurs. Si vous avez l'ambition de fonder une nouvelle science, mesurez une odeur. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on sait mesurer une couleur, c'est une longueur d'onde, donc c'est une mesure physique. On sait mesurer un son, c'est une fréquence, c'est une mesure physique. Par contre, comment est-ce que vous mesurez une odeur? C'est une molécule, c'est une structure chimique. Comment mesurer la distance entre une odeur sur la base d'une structure chimique? Justement, c'est la grande difficulté de cette question. Et ça vient tout simplement, enfin, alors c'est des années et des années de recherche académique et des recherches même industrielles, sur ce qu'on appelle les relations structure-odeur. Relations structure-odeur, c'est est-ce qu'on arrive à faire le lien entre une structure chimique, alors là vous avez des exemples de molécules, ce qu'on appelle une structure moléculaire, et une odeur. Et alors, croyez mon œil de chimiste, pour ceux qui ne sont pas chimistes, les structures que vous avez là, donc, que vous avez devant vous, pardon, ce qu'on appelle des lactones, donc c'est ce petit cycle de 5 atomes avec des atomes d'oxygène que vous voyez en rouge. Donc croyez mon œil de chimiste, ce sont des structures qui sont très proches, très similaires, avec des petites modifications structurales, certes, mais c'est très proche. Alors pourquoi finalement des structures si proches auraient des percepts olfactifs très différents? Vous avez en dessous finalement les notes olfactives associées à chacune de ces molécules. Pour répondre à cette question, qui est vraiment un casse-tête depuis plusieurs décennies, en fait il faut remonter à notre perception olfactive, à comment fonctionne notre sens de l'odorat. Très brièvement, lorsqu'on va percevoir une odeur, donc c'est des molécules odorantes qui sont volatiles, qui viennent jusqu'à votre épithélium olfactif, donc ils viennent chatouiller votre nez. Et dans votre nez, finalement, on a ce qu'on appelle donc l'épithélium olfactif qui contient des neurones olfactifs et dans lesquels vous avez nos capteurs chimiques, ce qu'on appelle des récepteurs olfactifs. Et chaque récepteur olfactif, lorsqu'une molécule va interagir avec ce récepteur, on va dire avec le bon récepteur, va appuyer sur le bon bouton et on va traduire finalement un message chimique en un message électrique, puisqu'on est dans un neurone et le neurone va activer une partie de votre cerveau pour dire on est en train de sentir ici la rose. Alors, la rose, c'est pas une molécule, mais en tout cas, vous aurez compris le principe. Et c'est là où il y a la plus grande difficulté dans la perception des odeurs, c'est qu'il n'y a pas un seul neurone, il n'y a pas un seul capteur, on en a 400. On a 400 types de récepteurs olfactifs, et on a plusieurs millions de neurones d'ailleurs qui sont dédiés à ça. Et une molécule odorante va pouvoir activer un ou plusieurs récepteurs, et un récepteur peut être activé par plusieurs molécules odorantes. En quelque sorte, c'est comme si chaque molécule avait un code barre, était associée à un code barre, et donc chaque molécule odorante, finalement, pour comprendre quelle est son odeur, il faut décrypter ce code barre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est la question qu'on s'est posée, et c'est finalement comme ça qu'on a essayé d'entraîner notre intelligence artificielle. Deux façons de faire. Soit on a une approche très pharmacologique, très classique, c'est-à-dire qu'ici on s'inspire de la physiologie humaine, on reproduit le récepteur, donc la structure biologique qui est capable d'interagir avec nos molécules odorantes. Ici, vous avez un petit film que je vais vous montrer. Donc en vert, c'est la petite molécule qui va venir interagir avec la structure grise, qui est finalement le récepteur olfactif qui est dans notre nez. Ça marche relativement bien. C'est un petit peu comme si on avait un microscope computationnel, et puis on peut observer effectivement l'interaction entre la molécule odorante et notre récepteur olfactif. Ça marche bien, ça marche même tellement bien qu'en pharmacologie, justement, c'est très utilisé pour développer des médicaments. Mais là, la grosse difficulté, c'est qu'on a 400 récepteurs olfactifs, et connaissant l'espace chimique associé à toutes les molécules odorantes, c'est une étude très récente de collaborateurs au Monel à UPenn, enfin, pas UPenn, pardon,
à Philadelphie, on prédit que c'était à peu près 40 millions de molécules odorantes potentielles qui pouvaient activer nos récepteurs olfactifs. Donc imaginez la combinatoire. Avec ce type d'approche, c'est quasiment impossible. D'où la deuxième stratégie, d'utiliser l'IA pour essayer de résoudre ce problème quasiment insoluble. Alors, la vraie question, donc c'est ce qu'on a fait, hein, vous avez un certain nombre de papiers qui utilisent ce type d'approche, pas que pour les molécules odorantes d'ailleurs, mais pour les molécules gustatives également, on s'est intéressé à ce genre de questions. Et donc là, le cœur du sujet finalement, c'est les premières étapes. Encore une fois, on en revient toujours à ça, c'est la donnée, sur quoi on va pouvoir entraîner notre modèle, avant même de commencer à faire les étapes 3, 4, 5, qui sont justement l'entraînement du modèle. Alors, je ne vais pas vous détailler la partie technique. L'image de droite, c'est presque plus pour une illustration, mais c'est plutôt ce qui est à gauche qui sera intéressant à retenir. C'est qu'on a développé un modèle relativement élaboré. Pour ceux qui s'y intéressent, en tout cas, c'est ce qu'on appelle un modèle qui va mixer du traitement du langage naturel pour représenter la protéine, la cible thérapeutique, et théorie des graphes pour la structure chimique. Donc c'est un modèle extrêmement élaboré, qui s'est appuyé sur une grande base de données qu'on a pu collecter. On a créé une base de données pour l'occasion, donc de plusieurs cinquantaines, enfin à peu près 50 000 entrées expérimentales. Et vous avez un exemple de résultat. Alors ça vous parlera peut-être pas. Moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça magnifique. Cette image que vous avez à gauche, c'est finalement donc, une sorte de matrice dans laquelle vous avez par colonne les 400 récepteurs olfactifs. Ligne par ligne, c'est des molécules. Et puis finalement, dans chacune des cases, en fonction du code couleur, c'est est-ce que la molécule interagit avec le récepteur ou n'interagit pas avec le récepteur. Et on remarque finalement, donc le modèle prédit cette chose-là, c'est-à-dire qu'on remarque un code barre, un petit peu comme ce que je vous avais prédit juste avant, je vous avais montré juste avant. Donc effectivement, on arrive à détecter ce code barre, à reproduire ce code barre. Et c'est comme ça finalement qu'on a pu entraîner notre modèle. Donc je réponds oui, on a pu... oui, cette IA a pu apprendre à sentir, ou plus exactement a pu apprendre à décoder ce code combinatoire de la perception olfactive. C'est un modèle qui, pour l'instant, surpasse tous les modèles qui avaient été établis jusque-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a été accepté dans cette publication. Et évidemment, on n'est pas parfait, et ça, personne n'est parfait. On continue à améliorer le modèle, on continue à discuter avec les collaborateurs expérimentaux pour collecter encore plus de données, hein, pour améliorer la performance du modèle. Et j'espère peut-être revenir d'ici quelques années pour vous présenter encore d'autres résultats. Pour finir et pour ouvrir un tout petit peu le débat, peut-être après pour la table ronde, finalement c'est un exemple d'utilisation de l'IA, enfin en tout cas en olfaction, on va dire, plus qu'en parfumerie. Et ça nous a permis, en tout cas ça peut nous permettre de concevoir des molécules originales avec des propriétés olfactives intéressantes, identifiables en tout cas en amont. On peut s'intéresser à d'autres types de problématiques comme justement le développement de capteurs bio-inspirés, un petit peu ce que vous avez vu tout à l'heure sur la détection des odeurs avec des récepteurs olfactifs. Ça c'est des collègues qui développent ça au laboratoire. On s'intéresse aussi à l'odorat des insectes, pas que les humains, parce que finalement il y a un grand intérêt, notamment en agriculture, où si on comprend l'odorat des insectes, on va pouvoir développer de nouvelles molécules qui vont pouvoir les attirer pour les piéger, ou les repousser tout simplement, et éviter justement les pesticides, on en parlait tout à l'heure. Donc on travaille là-dessus avec une équipe qui est à l'INRAE, avec ce type d'approche, qui a justement. Et enfin, peut-être pour boucler la boucle sur la question de Graham-Bell, se poser cette question de similarité entre les mélanges complexes, on va dire. Est-ce qu'on peut mesurer cette similarité-là? Il y a une thèse justement CIFRE en cours, donc de Jean-Baptiste qui travaille là-dessus, qui utilise les méthodes, les outils de chimie analytique, l'intelligence artificielle pour essayer de mesurer justement la similarité entre parfums, entre mélanges complexes, on va dire, huile essentielle, ce genre de choses. Voilà. Encore plein d'autres questions en tout cas d'autres projets qu'on pourrait essayer de mener. Donc on est ouvert à toutes les discussions. Je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs qui travaillent sur ces sujets-là avec nous, collaborateurs à l'international et en France.
l'ensemble des personnes qui travaillent au laboratoire, notamment Jérémy Topin, mon collègue, et puis les étudiants sans qui la recherche n'avancerait pas, et évidemment tous les financeurs de la recherche académique. Et vous pour votre attention, merci. Merci à nos deux conférenciers, Frédéric Badi, Sébastien Fiorucci. Je voulais vous remercier et je pense qu'on peut encore vous applaudir et je vais vous demander de retourner dans la salle. Et merci pour... on commence à comprendre un peu mieux l'IA et aussi à l'appréhender et pas uniquement rêver, c'est un robot automatique qui va prendre toute notre vie et qui va diriger notre vie. Non. Qui c'est le patron? C'est nous. C'est nous qui dirigeons l'IA. Je voudrais inviter sur scène, pour une table ronde, Jean-Baptiste Coffin. Jean-Baptiste. Qu'on peut applaudir quand il monte. Jean-Baptiste qui est doctorant et qui est au sein d'une belle start-up de Grasse qu'on connaît, qui est perfumiste. Tu peux t'asseoir, je te remercie infiniment. Je voudrais inviter Marité Béchu. Marité, tu es là, responsable du développement de la marque Grasse Expertise au sein du club des entrepreneurs du Pays de Grasse. Club qui m'est cher en tant que coprésident de Télécom Vallée, puisqu'on travaille ensemble. Ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Et je voudrais appeler Philippe Clos, responsable développement et projet structurant du pôle Innovalliance. On va commencer cette table ronde, si vous le voulez bien, et je vais vous rejoindre dans 2 minutes, mais je garde le micro et vous pouvez prendre les micros qui sont sur la table. En vous lançant le sujet, quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'industrie de la parfumerie? J'aimerais donner la parole à Philippe, dans un premier temps, sur ce thème. On a une industrie qui fonctionne depuis des années. On a pu voir lors de ces 2 keynotes le rapport industrie IA. Mais concrètement, là on va aller un peu plus loin, on va aller un peu plus, je dirais, proctérien sur le tous les jours. Quel est l'impact? Est-ce qu'aujourd'hui on voit un impact? Bonsoir tout le monde. Merci Frédéric pour votre invitation. Je crois que les 2 présentations qu'on a eues ont déjà donné des visées très claires sur l'impact qu'il y avait et l'apport qu'elles pouvaient avoir. Donc, comme l'a dit le président Massé, il y a un peu plus de 3 ans de ça, nous on a organisé donc la conférence de la fleur au parfum. En fait, elle part au champ et elle finit entre guillemets sur l'étagère quand on achète son flacon de parfum. Et avec les sociétés, les chercheurs qui travaillent dans le domaine, et on a pu voir déjà, et c'était il y a 3 ans, qu'à tous les niveaux, l'IA pouvait apporter, accélérer, faciliter la tâche des parfumeurs pour qu'ils se concentrent, je dirais, sur l'essentiel et la créativité qu'est la leur, pour adresser l'intime du consommateur, hein, puisque au niveau cérébral, on sait qu'elle est très intimement liée à certaines régions du cerveau qui font que ça va faire des échos très profonds et très intimes à tout un chacun. Donc on a une industrie qui est très complexe, qui est très technologique, hein, depuis la plante. Donc par exemple, lors de cette journée-là, on avait vu des logiciels d'intelligence artificielle qui allaient repérer des fleurs ou des feuilles de fleurs qui étaient touchées par la maladie avant même que l'homme ne le voie. Donc on va toujours plus vite et ça accélère toujours les process. Et après, la question elle est bien sûr de savoir jusqu'où ça va, mais je pense que le train il est pris aujourd'hui. On le voit dans les annonces qui sont posées par les grands groupes ou les sociétés même de la région, que des compétences en intelligence artificielle sont demandées maintenant. Donc le train est pris, je dirais les premiers essais sont là. Alors c'est pas généralisé encore au niveau de toutes les sociétés, comme l'exprimait Frédéric dans sa introduction, mais le mouvement est en marche. Alors après, il y aura toujours la question, on l'a vu avec l'exemple du jeu qui a été marqué par Sébastien, mais jusqu'à présent, le but n'est pas de remplacer l'homme. Il est effectivement de le soulager de toutes les tâches qui finalement le consomment énormément. Quand on crée un parfum, il y a une multitude de réglementations qui sont différentes selon les zones, les régions, les pays. Donc le parfumeur est une fantastique machine à lui-même qui finalement consacre beaucoup de sa créativité
et de son esprit dans toutes ces données-là, qui n'ont pas une forte valeur ajoutée, puisque c'est pas là qu'il va faire la différence avec l'odeur et pour le consommateur, quoi. J'ai envie de comparer en fait ce qu'on est en train de vivre avec l'IA à un peu la révolution industrielle. C'est-à-dire que la révolution industrielle, on a eu des machines qui nous ont aidés à faire certaines tâches qui étaient usantes, fatigantes et sans grand apport intellectuel. Et j'ai l'impression que là, on est en train de se diriger, et je vais te donner la parole, Jean-Baptiste, sur l'intelligence artificielle qui va justement nous aider à faire du traitement de données, parce que si on le faisait manuellement, ce serait très long et très compliqué. Et donc l'intelligence, et je le répète, n'est pas là pour nous remplacer, mais pour nous aider. Et tu peux témoigner, puisque là, vous avez créé depuis quelques années une start-up qui s'appelle Perfumist. Est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que tu peux nous montrer puisque derrière, il y a un business model, derrière, il y a des salariés, ça veut dire qu'on est vraiment au cœur de la machine. Comment l'IA est au cœur de Perfumist? Merci beaucoup Frédéric. Alors effectivement, à Perfumist, on a une mission, c'est aider n'importe qui dans le monde à trouver le parfum idéal pour soi ou pour offrir. Et aujourd'hui, on se base sur les outils du big data, de l'intelligence artificielle pour proposer des solutions. On est spécialisé pour l'aide, l'accompagnement dans la vente de parfums. Et donc, les personnes qui vendent des parfums, que ce soit dans leurs magasins physiques, les Sephora, les Marionneau que vous connaissez, mais aussi les magasins en ligne, vont avoir des outils qui vont leur permettre de trouver le bon client pour le bon produit. Et non seulement les ventes vont être améliorées, mais aussi il va avoir un meilleur retour de ces amateurs de parfums qui vont pouvoir apprécier directement le produit idéal. Et de cette idée, est-ce que tu peux nous développer ce côté aussi très concret de business model, c'est-à-dire vous avez réussi à amener ce concept et cette recherche et développement de l'IA à un outil qu'on va pouvoir utiliser directement. C'est-à-dire que là, on arrive de la R&D jusque, je dirais, à l'utilisateur final et à une expérience utilisateur différente. Bien sûr, aujourd'hui Perfumist, c'est notamment un outil gratuit que tout le monde peut télécharger, une application qui permet de mieux comprendre l'industrie du parfum, de mieux comprendre quel est son parfum favori, comment il fonctionne, sa pyramide olfactive. Et à partir de ça, il y a des connaissances et des compétences dans le domaine de la parfumerie qui sont développées et qui permettent de développer des solutions business to business. Par exemple, sur les sites en ligne, vous allez avoir un petit widget, un petit outil qui va poser la question aux visiteurs: quel est votre parfum préféré aujourd'hui? Est-ce que c'est Dior, j'adore? Est-ce que c'est un autre parfum très connu? Et à partir de cela, on va pouvoir déterminer sur le site du vendeur quel est le parfum idéal que le visiteur devrait acheter. Marité, on voit bien là, sur ce point précis, sur une start-up que je suis depuis longtemps avec Frédéric, on voit bien que donc l'IA rentre dans petit à petit toutes les structures. On en a parlé il y a quelques minutes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette transversalité de l'IA dans tout le monde de l'industrie en fait des parfums? Merci Frédéric, bonsoir à tous. Alors simplement, si vous me permettez, juste un bref rappel sur la marque collective Grasse Expertise qui a été créée en 2017 avec donc comme membre fondateur Prodarome, la CAPG notamment, et qui rassemble les industriels de 4 filières d'excellence, donc parfumerie, arômes, cosmétiques et santé bien-être. Donc c'est un collectif qui fait rayonner les savoir-faire ancestraux de notre territoire. Et aujourd'hui, Frédéric, tu l'as dit, c'est un peu comme une révolution industrielle. En effet, comme il y a eu au XXe siècle l'avènement des produits de synthèse qui a révolutionné le monde de la parfumerie, aujourd'hui, l'intelligence artificielle révolutionne totalement l'industrie de la parfumerie et à tous les niveaux. Alors que tu parlais de transversalité, on est évidemment dans quelque chose de très général, et moi je ne suis pas une spécialiste de l'IA, mais plus de l'entreprise et de comment ça fonctionne. Donc l'intelligence artificielle, et Philippe Massé l'a dit tout à l'heure, ne remplace pas et ne remplacera pas l'humain, mais évidemment elle est là pour booster toutes les ventes, notamment
notamment parce que quand même une entreprise, il y a un côté business et il faut le reconnaître. Donc on a parlé de données et c'est la clé de tout. On en parlait tout à l'heure avec Alain. C'est la data qui est le plus important, et la data, on en a partout, à tous les niveaux, qui donc permettra une compréhension plus approfondie des tendances du marché, qui va aider à booster les ventes, qui va tout un processus, et c'est à tous les niveaux de la veille du marché, de l'intelligence artificielle, on en a à peu près partout. C'est intéressant parce que en fait, on parle depuis le début de IA et parfum, et tout de suite on l'associe en fait au senteur. Mais il y a également tout le business qu'il y a autour du parfum. Donc ça va jusqu'à la vente, et donc à l'analyse, et là on peut parler aussi de perfumiste, mais à l'analyse en fait des personnes qui vont acheter ce parfum, pourquoi ils l'achètent, à quelle fréquence ils l'achètent. Et donc on a bien en fait un travail de la data, et on revient sur ce qu'on échangeait tout à l'heure, c'est l'IA est une aide pour analyser l'ensemble de cette data, vous savez ce qu'on appelle le big data. Il y a tellement de data qu'on ne sait pas quoi en faire, on appelle ça l'or noir maintenant, mais c'est vrai, puisqu'avec l'IA on arrive à traiter ça. Philippe, quelle est la prochaine étape de l'IA dans ce monde du parfum? C'est quoi? C'est plus le marketing, ou c'est plus la recherche et trouver le parfum avec un grand L ou avec un grand P? Non, mais je pense qu'en fait c'est une vraie stimulation de l'innovation, et que ça va pousser à aller plus vite et mieux. Pour l'anecdote, quand on avait fait la conférence dont je vous parlais des parfumeurs, alors il y en a pour qui ça indiquera, disaient que ça leur rappelait la chromatographie phase gazeuse d'il y a 25 ans. Donc qui était une nouvelle technique d'analyse, on va dire, qui permettait de voir ce qu'il y avait dans tous les parfums qui sortent. Donc ça voulait dire qu'on allait savoir le parfum du concurrent, ce qu'il avait mis, ce que c'était, et que donc ça on pouvait le copier. Ouais. Et en fait non, ça avait été un booster pour créer mieux, plus finement, et aller plus loin, quoi. Et donc c'est je dirais toujours la même finalité, on le voit, on va plus vite, mais on se concentre mieux sur certaines phases. Donc c'est un accélérateur pour aller plus loin et mieux, quoi. Donc en fait l'IA nous amène de la qualité en fait sur le produit fini. Je pense par les exemples qu'on a eus là sur les conférences, sur ce qui a été évoqué là, oui. Hein, c'est des produits qui sont plus safe, c'est des matières premières, enfin des cultures qui vont être mieux surveillées, qui vont être optimisées, avec moins de produits phytosanitaires et tous ces éléments-là. Donc c'est effectivement une démarche de progrès. Et après, ça concerne toute la société. On sait que c'est une révolution industrielle, que beaucoup d'emplois n'existeront pas dans quelques années, mais d'autres vont être créés à la place. Et l'enjeu est là, quoi. Alors Jean-Baptiste, justement, on est au cœur là du développement de perfumistes. Ça veut dire qu'il y a une autre approche, il y a des nouveaux emplois qui se sont créés grâce au travail que vous faites dans la start-up. Quelle est la prochaine étape pour vous de ce développement? On est aujourd'hui sur une appli, je peux aller sur l'appli, c'est quoi? Sans dévoiler bien sûr, mais quelle est pour vous la prochaine étape? Quel est le prochain point à atteindre? Alors c'était une très bonne chose de parler de ces de ces données, parce que aujourd'hui on est capable de savoir à l'échelle d'un pays quelle est l'odeur favorite de la population. Et c'est quelque chose d'assez important, parce que il a fallu être capable de les générer. C'est quelque chose qui est très important, la propriété de l'information, surtout dans notre domaine en parfumerie, où on a cette culture de la propriété sur laquelle il faut veiller. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, parce qu'avec Perfumist, on est capable de comprendre le fonctionnement des usagers, de les suivre, et donc d'avoir quelque chose de plus ouvert et de proposer des solutions à nos partenaires. Et Marité, dans cette vision globale en fait du marché économique, l'IA, est-ce que tu ressens que l'IA va améliorer toi aussi? Est-ce que l'IA va nous permettre de passer encore un cap? L'idée que j'ai, c'est est-ce que l'intelligence artificielle dont on entend parler tout le temps, d'accord, on essaye ce soir de définir vraiment ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle. Ce que j'aimerais, c'est de la ramener à quelque chose de concret. Là, on voit, il y a une appli, je peux la télécharger, je peux l'utiliser. Je vais peut-être avoir des parfums qui sont plus safe, je vais avoir aussi des plantes qui seront mieux surveillées. Ils le sont tous. Donc ils sont déjà. Mais en tout cas, quand je parlais ce mot, c'est plus, je dirais, écologique ou
avec des traitements peut-être un peu mieux. Mais au niveau de l'ensemble en fait de cette industrie, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Quelle est la prochaine étape? Alors déjà, ce que permet l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'elle ne permettait pas forcément avant, c'est, j'ai listé un pas en oublier, c'est tout ce qui est prédiction de la demande avec les algorithmes d'intelligence artificielle qui analysent les données d'historique de vente. Ça n'existait pas avant et ça permet du coup aux entreprises de pouvoir gérer leur stock aussi, tout ce qui est et prévoir la demande future. Ça c'était pas du tout prévisible avant. Tout ce qui est recommandation des produits, où on utilise les données pour analyser les comportements des acheteurs. Ça, pareil, c'est une grosse avancée. L'optimisation de la tarification aussi par rapport à la veille sur le marché, l'automatisation des tâches. Bon, là, on est vraiment dans quelque chose d'industriel. La personnalisation du service client. Un exemple que tout le monde a pu voir quand vous faites un achat sur Internet, c'est le petit bonhomme qui apparaît et qui dit bonjour, je m'appelle Robert ou je ne sais quoi, comment est-ce que je peux vous aider? Voilà, il est là 24 heures sur 24, tout le temps, et donc du coup il peut faire à la place de tout le monde qui dort, mais lui à 2 heures du matin il va être là, il va collecter les données, il va savoir quoi vous proposer avec tout ce qu'il a, tous les algorithmes et toutes les données qu'il a pu collecter. Donc ça, voilà, ça va être aussi une amélioration pour le service client et une amélioration de la qualité. Et du coup, on pourra même, et ça, je pense que c'est la suite, faire une analyse de la performance, voilà, de la performance des ventes, qui est pas encore au point, d'après ce que disent les industriels, mais c'est la marche d'après. Merci beaucoup. On se dessine petit à petit vers la fin de cette conférence. J'espère que vous avez pu et vous avez une autre idée de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et j'aimerais vous donner la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous. Et donc j'aimerais donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions? Une question? L'intelligence artificielle dans ce domaine arômes et parfums ne va-t-elle pas, comme dans beaucoup d'autres domaines, pousser à l'intégration et à la concentration des entreprises? Très bonne question. Je m'y risque, hein, sans être un devin, on est déjà sur une industrie qui est très concentrée. L'être au-delà, je pense qu'il y aura des problèmes en termes de loi antitrust ou autre, donc ça sera compliqué. Et on voit avec les marques de niche qu'évoquait Frédéric, des consommateurs qui tendent de plus en plus vers une offre personnalisée, ils ont besoin d'une diversité et qui aujourd'hui se retrouvent et leur est offerte là. Donc aller plus loin dans la concentration est compliqué aujourd'hui, quoi, je pense. Donc moi j'aurais tendance à être optimiste. Alors moi j'aurais tendance à être optimiste aussi et je dirais plutôt que dans la concentration ça peut donner plutôt lieu à des belles histoires et des belles collaborations entre notamment les grands groupes et les startups qui sont à la pointe de l'intelligence artificielle pour beaucoup. Je pense à il n'y a pas très longtemps Robert T avec MyCoach qui ont créé Okaya. C'était ça peut être des belles collaborations et comme je représente Grasse Expertise, j'en profite pour dire que voilà, ce territoire c'est le lieu où toutes les industries et que c'est un écosystème complet qui va de la plante à parfum jusqu'aux produits finis et que s'il y a un lieu où les startups qui veulent faire du business, on va dire, ou créer des belles histoires avec les grands groupes, c'est ici qu'il faut venir. Et puis il y a des belles choses à faire. Voilà. Et je confirme que la French Tech Côte d'Azur est là et qu'effectivement on aide un maximum ce territoire et la mise en avant de ce territoire par rapport à toutes les startups qui sont sur ce merveilleux territoire. Oui, parce qu'il y a les grands groupes qui ont évidemment leur service R&D, mais
pas forcément toutes. Et puis voilà, l'innovation des startups a une qualité exceptionnelle. Et voilà. Vous voulez dire quelque chose, Ahmed ? Merci beaucoup Marité pour avoir mis en évidence que, au-delà d'un risque de concentration, il y a surtout une belle opportunité de collaboration et de coopération. Aujourd'hui, chez Parfumiste, par exemple, on a une plateforme où n'importe quelle marque peut venir et renseigner ses parfums, mettre ses données à jour, pouvoir les contrôler. Et ainsi, on a développé une coopération entre ces marques. C'est du donnant-donnant. Et c'est surtout gagnant-gagnant. On a aussi des opportunités de collaboration avec les écoles. On parlait des données. C'est très important d'avoir des données de qualité pour pouvoir avoir des modèles d'intelligence artificielle de qualité. Et donc, chez Perfumiste, aujourd'hui, on a un partenariat avec les écoles, l'ISIPCA, que vous connaissez sûrement, le GIP, évidemment, et aussi l'École supérieure du parfum, où on va proposer aux étudiants de s'entraîner sur les parfums, de les évaluer et de rentrer cette donnée à l'intérieur de l'algorithme Perfumiste. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Bonsoir. On sait que dans le monde de la beauté et dans la parfumerie, la customization est quand même un trend très important, mais pas très accessible à tous. Ça existe, mais c'est à des prix très élevés. Quel impact peut avoir le artificial intelligence sur le monde de la customization et le rendre plus accéléré et plus accessible? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Très bien, alors c'est pour moi. Merci. Aujourd'hui, on a parlé de l'intelligence artificielle qui est articulée à différents niveaux. Chez Perfumiste, on est vraiment sur l'analyse du marché, du consommateur, mais il y a des gens qui font effectivement de l'intelligence artificielle sur la personnalisation. Et donc, il y a des marques qui proposent des parfums personnalisés où vous allez pouvoir vous rendre chez ces sociétés et avoir une analyse fine de vos goûts et avoir un produit éventuellement personnalisé. Est-ce que je réponds à votre question ? Exactement, sur mesure. Une dernière question. Merci. Je voudrais revenir précisément sur l'acte de création. Est-ce que, et j'ai bien écouté Jean-Baptiste, qui avec Perfumiste analyse les attentes région par région dans le monde, pays par pays, pour essayer de trouver quelle est la forte attente en matière de parfum. Et donc le résultat de l'IA dans ce domaine va être certainement très performant et la tentation peut être grande pour des raisons économiques et de rentabilité de fabriquer des parfums avec l'intelligence artificielle alors que la création humaine pourrait éventuellement lui échapper. Quand Guerlain a sorti Samsara, il a pris un risque. Et l'intelligence artificielle n'aurait pas pu produire Samsara, je pense pas. Et certains autres parfums qui ont été des révolutions à chaque fois dans le monde du parfum, est-ce qu'on va pas détruire ou anesthésier un peu l'acte de création humaine du parfumeur qui, lui, prend un risque alors qu'avec des données objectives, l'intelligence artificielle pourrait finalement arriver à quelque chose d'un peu... de formaté, en fait. Formaté. Alors, effectivement, on pourrait avoir cette peur de vouloir tous se copier les uns les autres pour ressembler au mieux aux attentes d'un marché. Mais la puissance d'un produit, la puissance d'une société aujourd'hui, c'est dans sa disruption. C'est là où elle va être capable d'apporter quelque chose qui fait la nouveauté et qui fait quelque chose qui va plaire et qui va le rendre exceptionnel. Donc je ne pense pas qu'il y ait de problématique à ce moment-là, et c'est juste une position que les entreprises vont vouloir souhaiter. Est-ce qu'il y en a qui vont être courageux et qui vont essayer des nouvelles choses en se basant sur les connaissances qu'elles ont, ou est-ce qu'il y a des sociétés qui vont... De toute façon, l'audace, normalement, dans l'entreprise, ça fonctionne toujours. Donc, à mon avis, le déploiement de choses non formatées sera des éléments aussi différenciants quand on parle de marketing. En fait, monsieur le sénateur, je trouve, votre remarque est très pertinente, je trouve, et en fait, c'est un sujet qui, quelque part, arrive avant la question de l'IA. Hein, on a eu l'occasion de le traiter, on sait qu'il y a 1300, 1500 parfums tous les ans
qui ont des durées de vie de plus en plus courtes, et donc on est sur des cycles de vie des produits qui sont de plus en plus courts, et ce notamment parce qu'il y a de moins en moins de prise de risque. Quand on mesure l'investissement qu'il y a pour lancer de nouveaux produits comme ça, aujourd'hui, les grosses prises de risque sont de plus en plus rares, et quelque part, c'est pas l'IA qui va avoir ralenti ça, on l'observait déjà, je pense. Et elle va pas l'améliorer, je pense. Et juste quand même pour garder, j'allais dire le mot de la fin, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé, l'humain, et c'est peut-être très personnel, mais en tout cas l'humain doit rester au cœur et au contrôle, et ça pose la question de l'éthique et de l'intelligence artificielle. Voilà, pour moi l'humain doit garder le contrôle, sinon ce ne serait plus tout à fait pareil. Et pour terminer, j'ajouterais même que j'ai tenté une expérience ce soir. Je ne suis pas une spécialiste de l'intelligence artificielle, mais plutôt des entreprises et du collectif. Et donc, quand on m'a demandé d'intervenir ce soir, je suis allée sur ChatGPT, dont on a parlé tout à l'heure. J'ai tapé l'intelligence artificielle et l'impact sur la parfumerie, et il m'a livré à peu près ce que je vous ai dit ce soir. Donc, vous avez une démonstration de ce que peut faire l'intelligence artificielle, même si je m'y connais un tout petit peu, et avec l'alliance de l'humain, puisque quand même c'est moi qui vous ai livré le message avec mes mots, en faisant passer mon message du collectif Grasse Expertise. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais remercier Jean-Baptiste Coffin, je voulais remercier Philippe Clos et Marité Béchu, et ChatGPT aussi de nous avoir aidés. Relisez tout ce que fait ChatGPT, car Dixit, mon fils, lorsqu'il a trouvé ChatGPT et qu'il a fait un mot d'excuse, c'était pas un mot d'excuse, c'était carrément du Baudelaire. Donc ça se sentait dans son mot d'excuse. Je voulais déjà, je vous remercie infiniment pour votre partage d'expérience. On arrive petit à petit à la conclusion. Je suis un petit peu en retard, mais j'essaie quand même de rattraper. J'aurais appelé au pupitre Isabelle Galli. Isabelle, on se connaît depuis quelques années. Isabelle est la directrice de la Maison de l'Intelligence Artificielle à Sophia Antipolis. Je te laisse dire quelques mots. Merci Frédéric, et merci pour avoir tenu ce timing malgré des interventions de très haut niveau et fort intéressantes. Franchement, on voit qu'à Grasse, comme dans tout le département, cette appétence pour l'intelligence artificielle se développe, et on en est ravis, nous, à la Maison de l'Intelligence Artificielle. Alors la Maison de l'Intelligence Artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu avant tout. C'est un lieu où vous pouvez tous venir à un moment donné. Il faut quand même prendre rendez-vous, hein. Mon équipe me le répète à chaque fois, prenez rendez-vous avant de venir. C'est un lieu où vous allez pouvoir découvrir ce qu'est l'intelligence artificielle, en comprendre les fonctionnements, hein. Vous avez vu tout à l'heure un chercheur vous en expliquer les grandes lignes. Eh bien nous, on va encore plus expliciter, on va vous mettre sur des ateliers, on va vous faire jouer un escape game, on va aussi, hein, grâce à Marco, faire ces grands cycles de conférences, hein, Marco Landi, qui est un des initiateurs de cette maison de l'intelligence artificielle, avec le président du département, Charles-Ange Génési, qui a vraiment une vision sur cette question. On a ces IA Date pour vous faire les conférences, mais on a aussi dans les murs ces ateliers où on a aussi une exposition qu'on peut faire venir dans tous les lieux qui expliquent ce qu'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est plutôt la mission vers les grands publics. Hein, c'est ce qui nous anime au quotidien, et déjà près de 45% de nos collégiens, grâce à la Maison de l'Intelligence Artificielle, savent ce qu'il en est. Pour ce qui est du côté des professionnels, eh bien, la mission aussi est grande. Quand on voit l'industrie du parfum à Grasse, on se dit qu'il y a un énorme potentiel. Il y a un énorme potentiel, d'autant plus que nous avons les start-up qui sont en capacité de répondre aux besoins de ces grandes entreprises, et qui rêvent de pouvoir se développer dans un écosystème où de grands industriels seraient en mesure de les développer. Tout à l'heure, on nous a expliqué qu'il y a trois grandes étapes, hein, dans
J'ai pris des notes parce que bien que j'ai eu une arrière-grand-mère qui produisait des fleurs pour la parfumerie de Grasse, j'avoue que je connaissais pas bien le cycle, mais on voit bien que dans la première partie, dans la production, l'intelligence artificielle, elle pourrait jouer un rôle essentiel. Les métiers de l'agriculture sont des métiers pénibles. C'est des métiers où vieillir est souvent prématuré. En pleine réforme des retraites, la question se pose. Et bien, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des exosquelettes, grâce à des drones, grâce à beaucoup d'outils plus intelligents, on pourrait faciliter le métier des agriculteurs. On pourrait aussi leur offrir une vie meilleure, pouvoir se coucher plus tôt, se lever plus tard. Prendre des vacances, des petites choses qui sont essentielles. On pourrait aussi améliorer ce qu'on appelle le prédictif dans la supply chain. Vous savez que la production, c'est le temps long d'un cycle industriel. Nos agriculteurs sont soumis aux aléas climatiques, ils sont soumis au changement de goût de chez Sephora, de la cliente chez Sephora qui va acheter un parfum. Or, ces gens-là doivent-ils planter de la fleur d'oranger? Doivent-ils planter du jasmin? Doivent-ils planter de la violette? Ils ont besoin de pouvoir anticiper, et l'intelligence artificielle est un outil qui pourrait énormément les aider. Je passe, parce qu'il y a d'autres aspects, comme la gestion de l'eau. En plein changement climatique, on a besoin d'IA pour gérer la gestion de l'eau. On parlait également de la transformation. La transformation, vous nous disiez, c'est une énorme source de données. Oui, mais ces données, encore faut-il que l'industrie du parfum la partage. Or, l'industrie du parfum est concurrentielle. Donc, partager la donnée, c'est complexe. Nos startups ont des solutions pour ça. Elles sont capables de mutualiser l'apprentissage des algorithmes sans partager la donnée. Et ça, c'est peut être très intéressant pour nos industriels grassois. Et puis, souvent dans la formulation, et je pense que Perfumist ne va pas me contester, on est dans la petite donnée, dans la small donnée, dans le fait que c'est des petites cohortes qu'il faut analyser. Et là encore, on a des startups locales qui sont des pépites dans le prédictif sur la petite donnée. Donc on le voit, l'intelligence artificielle est plus une opportunité pour aider ce secteur industriel à se développer, à maintenir sa compétitivité mondiale, qu'à n'être qu'un gadget qui pourrait, comme on aurait pu le croire, ne pas être transformant. C'est très important donc pour nos industriels de venir aider nos startups, de nouer des liens avec elles. Et à la Maison d'Intelligence Artificielle, on est là aussi pour ça. On est là pour vous accueillir et pour vous aider à nouer ces liens avec les grands industriels. Et je lance vraiment un appel ce soir. J'ai été contactée il y a quelques années par Philippe qui m'avait déjà fait venir ici. Mais je lance un appel aux grands industriels grassois. Venez voir nos startups, venez discuter avec nous à la Maison d'Intelligence Artificielle et offrez à nos jeunes talents, ces collégiens qu'on va acculturer, offrez-leur un avenir dans l'intelligence artificielle parce que ça leur ouvrira les portes de tous les secteurs économiques et en plus, ils auront une belle vie. Merci. Merci Isabelle, et je vous encourage vraiment à aller à la Maison de l'Intelligence Artificielle parce que déjà c'est un bâtiment assez emblématique de Sophia Antipolis. Faut le découvrir de l'extérieur et de l'intérieur, et vous allez tout de suite voir à quoi sert l'IA dans tous les domaines, et vous découvrirez aussi nos entreprises qui font des démos à l'intérieur de ce bâtiment. Vraiment, je vous conseille d'y aller, et puis c'est pas très loin. Je voudrais finir cette conférence et donner la parole à Marco Landi. Marco Landi, vous le connaissez. Marco Landi, c'est le président de l'Institut Europia et le président du comité expert du Smart Deal 06. Et si on est là, c'est grâce à Marco. Merci Marco, et je te laisse la parole. Merci mon ami, bonsoir, quel plaisir d'être ici à Grasse, la ville jolie de l'art et de la culture, mais aussi de la parfumerie. On a vraiment voulu faire cette conférence pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire comprendre que l'intelligence artificielle est là pour aider l'homme.
On n'a pas voulu parler de qu'est-ce qu'il est l'intelligence artificielle, qu'est-ce que sont les algorithmes. Mais je vois qu'aujourd'hui, vous avez eu, et les deux orateurs qui l'ont parlé avant moi ont été exceptionnels. Et je voudrais les remercier parce qu'ils nous ont amené, petit peu, pas à pas, à nous faire comprendre que l'intelligence artificielle est là pour nous aider. C'est vrai, il y a des risques. On parlait des biais, on parlait de l'éthique, mais l'homme doit être toujours au contrôle de tout ça. L'autre objectif, c'est pour lancer au sénateur Lélé et aussi au président Massé un objectif. On a parlé beaucoup au World AI Camp Festival, qu'on a fini avant-hier, un grand événement au niveau mondial. Les grandes têtes de l'intelligence artificielle, les grandes entreprises sont venues à Cannes pour présenter, pour discuter. Et je ne sais pas si vous avez été dans une présentation, si je me rappelle bien, de Sébastien, on parlait de Yuan LeCun, qui est le créateur du Deep Learning. Il était là, à Cannes, avec nous, pour parler de qu'est-ce qui est l'intelligence artificielle. Et je vous invite aussi, déjà, février 2024, à venir voir la 3e édition. On fait ça pour montrer les atouts qu'on a dans notre territoire. On a une université formidable. On a la maison de l'intelligence artificielle, unique au monde. Pardon, non. On a déjà quelqu'un qui a nous imité, que c'est au Maroc, imaginez-vous. On a créé l'université avec l'université de Oujda, à la frontière avec l'Algérie. La maison de l'intelligence de Oujda. Et il était là avec nous, une délégation de 12 personnes. Et à côté d'eux, il y avait maintenant une délégation du Bénin, du Sénégal, du Congo-Brazzaville, parce qu'eux aussi, ils sont en train de dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous. Mais dans notre territoire, il y a de très belles entreprises, des start-up. On a l'université qui est en train de créer les talents. On a la maison d'Elia qui commence à les préparer à partir des collèges. Mais alors je me demande, mon ami, monsieur le sénateur Lélé, pourquoi pas créer ici, à Grasse, un grand centre d'excellence qui peut unir l'expérience de laquelle on a parlé aujourd'hui, qui vient de plus de 200 ans, et mettre à côté de ça l'intelligence artificielle ou les nouvelles technologies. Ça serait quelque chose sur lequel je pense, nous tous, on devrait s'engager, faire devenir Grasse, pas seulement la capitale de la parfumerie, mais de la nouvelle parfumerie au monde entier. Merci beaucoup d'être là et bonne soirée. Merci. Merci Marco Landi. Merci pour cette proposition. Pour conclure, on est quasiment à l'heure. Pour conclure, je voudrais remercier l'ensemble des équipes du Palais des Congrès, vous d'être venus. Et c'est un véritable plaisir d'avoir fait cette conférence et d'avoir mélangé ce côté traditionnel et ce côté d'innovation. Je vous attends et nous vous attendons juste au premier étage, je crois que c'est juste en dessous, pour un verre de l'amitié. Un grand merci à vous et vive vous.